Le Club DV et Speed Action vous présentent le Studio DV. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je garde un très bon souvenir de cette émission qu'on avait fait il y a une année et demie. Ça avait fait le buzz, vous en gardez un. Parlé, oui. Je sais pas si. J'espère que celle-ci va encore aller plus loin, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on peut parler. Mais je vous propose peut-être, messieurs, d'abord de parler F1. Avec plaisir. Le passionné que vous êtes, Georges-Louis Boucher, le passionné et le fan de Lewis Hamilton qui sort d'une saison assez étonnante en fait, parce qu'on aurait pu croire que comme il n'a pas gagné tout le temps, voire pas souvent, voire pas du tout, il allait peut-être nous faire une demi-saison en termes de motivation, et puis absolument pas. Vous en avez, vous, le fan, vous en avez pensé quoi? Il a fait la demi-saison, mais c'était la première demi-saison, Ouais. parce qu'après... Oui, mais allez, globalement, je pense que ce qui reste très impressionnant, mais c'est le principe d'un champion, c'est de vouloir toujours gagner. Alors, c'est des phases qui sont différentes, mais quand Schumacher est revenu, il ne gagnait pas non plus. Ouais. Il a quand même continué à s'accrocher. Donc, ça, c'est la marque des grands champions. Par contre, bon, il faut aussi être de bon compte et reconnaître qu'au niveau comptable, la saison est quand même un peu compliquée, surtout comparativement à George Russell. Bon, alors il a eu aussi toute une série de faits de course qui sont un peu différents. Peut-être aussi qu'il a voulu en faire plus parce qu'il n'était pas habitué à rester à ce genre de place. Donc ça peut amener des erreurs, ça peut amener peut-être des choix parfois un peu plus agressifs. Mais ça montre aussi un élément, c'est qu'en fait, et c'est tout le temps et partout comme ça dans la vie, quand vous êtes dans une dynamique de victoire, tout fonctionne, les arrêts au stand, les stratégies, etc. Quand il y a quelque chose qui commence à pas fonctionner, il y a tout qui s'enchaîne derrière. Et on a beau dire, et peut-être qu'on reparlera de Ferrari plus tard, mais souvent on analyse sur les stratégies, mais à la fin de la course, la rapidité de la voiture a quand même une grande importance. Et donc, on peut raconter n'importe quoi, mais à un moment, Mercedes a eu des choix un peu hasardeux parce qu'eux-mêmes étaient obligés et étaient dans des situations qui les obligeaient à faire certains types de choix. Et en matière d'usure des pneus, en matière de stratégie, mais aussi de capacité de la voiture à tenir le niveau de performance, ils n'avaient plus les latitudes. Quand vous avez une voiture qui vous offre plus de latitude, oui, vous êtes beaucoup plus génial fatalement au moment de régler la question des box, quoi. Comment analysez-vous le fait que Lewis, qui vous portez vraiment dans votre cœur en tant que pilote, comment expliquez-vous que c'est quand même un des rares pilotes à s'accrocher avec Max Verstappen, qui n'est pas un tendre, parce que les jeunes générations, Leclerc, ils sont très proches, Norris, et ça sort pas. Ils sont proches, mais ils jouent pas la gagne. Quand ils vont jouer la première place, je pense qu'on a vécu une saison 2021 qui est hors du commun. Et donc, dans l'histoire de la Formule 1, il restera la saison 76, 2021 sera sur la même rangée. Donc, moi, j'exclus pas que dans quelques années, et peut-être plus vite, on n'attendra pas près de 40 ans pour avoir le film. Je pense qu'on aura un film dans les toutes prochaines années, ou au minimum une série Netflix, même si la série elle est presque là. Donc, à partir du moment où vous vivez un tel moment de tension, je pense que voilà, c'est pas possible que du jour au lendemain ça puisse partir. D'ailleurs, on l'a vu, cette saison, ils n'ont pas eu souvent l'occasion de se battre. Mais dès qu'ils ont, donc c'était au Brésil, dès qu'ils étaient encore au contact, on voyait que ça repartait. Il suffit d'une étincelle. Mais ça, c'est parce que vous jouez la gagne. Donc, c'est vrai que parfois, si vous jouez la troisième, la quatrième, vous n'allez pas vous accrocher à chaque fois parce que voilà, risquez de vous faire mal. Mais ici, quand vous jouez la première place, à ces niveaux-là de performance. Voilà, c'est quand même un grand enjeu. Mais pour revenir sur Lewis, je pense que la performance aussi dit beaucoup de Russell en la matière et du niveau de George Russell qui a été quand même extrêmement impressionnant. Franchement, pour sa première saison chez Mercedes, je pense que pas grand monde l'a tenté. Surtout en début de saison. Après... Oui, mais en fait, ça vient d'un élément qui, à mon sens, est assez simple. C'est que surtout, il n'allait pas... Lui-même était dans un système de calcul et tout le monde a ça. Je veux dire, quand vous débutez, vous arrivez, vous dites si je termine, je vais essayer de ne pas terminer trop loin. Donc vous faites les choses de façon très méthodique. Et puis à un moment donné, quand vous allez vous essayez de surconduire ou vous dites non, attends, moi, une 5e place, ça ne va pas, il faut que je tente des choses. C'est comme ça qu'il y a toute une série de circonstances qui peuvent à un moment se mettre contre vous. Donc je pense qu'il y a les deux phénomènes, mais malgré tout, la performance reste impressionnante. Aujourd'hui, il est l'équipier qui a le mieux battu Lewis de toute sa carrière. Mais
faut souligner À encore part une fois Rosberg une année. Hein. qu'il l'a battu au championnat, mais pas en nombre de points. Non, En nombre de non, points, il n'a ouais. jamais. Il a été aussi battu d'ailleurs par Jenson Button en 2010. Hein. Oui, c'est- Chez McLaren, Button fait un meilleur bilan comptable, mais jamais avec un tel delta. Là, quand même. Oui. Bon, après, il y a la victoire au Brésil, où très franchement, je ne vais pas dire que c'est presque lancer une pièce en l'air entre les deux, mais pas loin. Oui. Je veux dire, Lewis, pour le même prix, pouvait peut gagner. gagner. Mais bon, voilà. Il aurait même dû, en vitesse pure, il aurait dû gagner. Après, les circonstances de course peuvent en décider autrement. L'inconnu pour 2023, cette nouvelle saison. Alors Toto Wolff a rapidement déclaré que cette auto 2022, il allait la mettre très loin dans le musée pour qu'on ne la voit pas trop. Quelle est, d'après vous, la possibilité de voir Mercedes rebondir suffisamment que pour finalement revenir au niveau de Red Bull, qui était quand même ultra compétitif d'un bout à l'autre de la saison, et la possibilité pour Lewis de reprendre un petit ascendant sur un George Russell, effectivement très performant. Moi, je pense que sans changement de réglementation, c'est difficile de modifier la hiérarchie. Par contre, on a vu tout au long de la saison, et Mercedes a des capacités de développement qui sont importantes. Maintenant, le cost cap, le budget capé n'aide pas non plus. Et donc, il est assez vraisemblable de se dire qu'on aura Red Bull qui aura toujours un petit peu d'avance, mais normalement, Mercedes devrait les ennuyer assez fortement. En fait, on va se retrouver dans une répartition des forces qui est un petit peu semblable à celle de la fin de la saison, enfin inversée par rapport à celle de la saison fin 2020, début 2021, où il y avait normalement sur le papier avantage Mercedes, mais on savait que Red Bull pouvait jouer le coup. Mais s'il démarre la saison pas trop loin, a priori il ne devrait pas être devant Red Bull en performance pure, s'il démarre pas trop loin, vu les capacités de développement, le génie de pilotage des deux pilotes, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Je pense aussi que Lewis devrait reprendre l'ascendant par un meilleur début de saison. C'est-à-dire que son état d'esprit ne va pas être le même. Il sort de la saison 21, il passe à rien du tout d'être champion du monde. Il se dit, OK, c'est ma revanche. Il monte dans la bagnole. Premier test, il se rend compte que ça ne va pas. Qualif, ça ne va pas. Première course, ça ne va pas. Donc, c'est même psychologiquement, vous devez vous remettre dans une position à dire, je dois accepter qu'une 4e place est une bonne performance. Et presque une victoire. Un truc qui n'est pas du tout sa place. Et donc, je pense que là aussi, il y a eu un petit peu de perte de pédale dans le sens où il a fallu un peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Maintenant, je crois qu'il est sur un autre état d'esprit. Donc, normalement, on devrait avoir Red Bull qui se rapproche. Mais encore une fois, un grand chambardement de la hiérarchie sans modification réglementaire. Peu probable. Ouais, très franchement, c'est compliqué. Donc voilà, ça va jouer à quelques dixièmes. Je crois que Mercedes peut même l'emporter à la fin. Mais part avec un léger retard. Dans le meilleur des cas, partira avec un léger retard. Avec l'inconnu Ferrari. Qui justement, on allait y venir. L'inconnu Voilà, Ferrari. On a quand même changé la tête de l'équipe, a priori avec quelqu'un qui est assez, Frédéric Vasseur, qui est assez droit, qui est assez carré, qui est assez… voilà. Qui a gagné partout où il est passé. Qui a gagné partout où il est passé. Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que ça peut rendre encore plus de couleur à Ferrari? Ferrari, c'est quand même un cas un peu particulier parce qu'en début de saison, on a ce qu'on estime être la voiture la plus performante. Est-ce que pour autant, c'était celle qui avait la plus grande capacité de développement? Et c'est à eux que je faisais allusion sur ce qu'on a évoqué comme erreur de stratégie. Il y a eu des erreurs majeures, des trucs incompréhensibles, même dans les choix des pneus. À un moment, on s'est demandé quand est-ce qu'ils allaient mettre des pneus pluie sur le sec, tellement ils ne mettaient jamais la bonne gomme au bon moment. Mais il y a aussi un autre élément, encore une fois, c'est que très vite, au bout de 4-5 courses, le rapport de force s'est inversé. Et donc, encore une fois, c'est toujours plus simple de faire une top stratégie quand tu as une voiture qui tient mieux les pneus, qui a un meilleur temps autour. Tu fais un undercut, ça marche, quel génie. Mais en fait, non, c'est juste que par tour, tu prends 2-3 dixièmes. Donc oui, l'undercut devient intéressant. Ferrari supporte moins bien la pression que Mercedes, parce que Mercedes était quand même largué, ils sont revenus. Ferrari, ils étaient tout bons, et puis la pression, et tout le monde panique. Alors je ne sais même pas s'il y a une explication rationnelle. Ça relève presque de la superstition. Mais Ferrari, en tout cas depuis maintenant près de 40 ans, n'a plus jamais gagné avec un Italien à sa tête. Et donc avec Fred Vasseur, il y a le retour d'un Français. Est-ce que Vasseur sera le nouveau Jean Todt? Est-ce que Ferrari peut-être a besoin de ça par rapport à la pression qui entoure? Moi, je crois qu'en termes de profil, Binotto est un ingénieur extraordinaire. C'est un gentleman, quelqu'un qui est polyglotte, vraiment quelqu'un avec énormément de qualité. Est-ce qu'à un moment donné, et en tout cas c'est l'image qu'il renvoie extérieurement, il est trop gentil? La question se posera, je pense aussi même pour Charles Leclerc à certains moments. Il est très proche de Vasseur, donc quelque part.
je pense pas dans la relation avec le boss, je pense en termes d'état d'esprit. d'état Est-ce d'esprit. qu'à un moment donné, chez Ferrari, on n'est pas un peu trop gentil pour vouloir gagner? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas retrouver Mortley, bon, un peu plus. l'alliance Todd-Schumacher, Ouais. il y en avait beaucoup qui décriaient ça. Mais à l'arrivée, on se rend quand même compte qu'en Avec un Formule 1, résultat, si tu es trop bien sûr. gentil, c'est un peu compliqué. Est-ce Ouais. que Vasseur a la capacité de réussir? Je pense qu'il l'a 1000 fois. Il est respecté dans le monde du sport auto. Il ne fait pas des sbroufs, il sait comment y faire. Il connaît ce sport mieux que personne. Donc, franchement, pour Ferrari, c'était le meilleur choix à poser. En plus, en étant passé d'abord par Sauber, voilà, la connexion était extrêmement forte avec les rouges. Donc oui, je pense effectivement que c'est un vrai raceur, c'est un mec de la course et qui connaît la course. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, avec lui, il y a de l'espoir. Là, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que la voiture de cette saison avait un potentiel de progression qui n'a pas été exploité ou pas? Parce que en début de saison, c'était clairement la voiture la plus rapide. Très clairement. À propos de progression, Sainz par rapport à Leclerc, C'est intéressant, non? Oui, je pense que Leclerc est quand même un cran au-dessus, mais on parlait de la gentillesse. Par exemple, il y a un truc que à mon sens, Charles doit arrêter de faire, c'est se plaindre en permanence à la radio, quoi. Ouais. Ce truc en permanence, ouais, il me laisse pas passer, on avait convenu que, machin, roule. Enfin, t'as le talent pour le faire. Oui. Et donc, bon, voilà. Après, il est extrêmement jeune, il a un immense talent, ça c'est incontestable. C'est aussi un vrai gentleman, aussi avec les fans d'ailleurs. C'est à souligner, il est pilote Ferrari. Dès que quelqu'un l'arrête, il s'arrête systématiquement. C'est extrêmement appréciable. Disponibilité extraordinaire. À ce niveau-là, c'est extrêmement rare. Mais donc, je crois qu'il doit un peu plus se concentrer sur lui-même, en fait, et ne plus trop s'occuper de tout ce qu'il y a autour, être un peu égoïste et peut-être un peu plus dur sur la piste. Je pense qu'en termes de valeur pure, Leclerc est un cran dessus. Et au-delà de ça, il y a même en termes d'identité, d'image, c'est vraiment le pilote Ferrari tel qu'on l'a dans l'imaginaire, quoi. Que Sainz a un peu moins. Donc, je pense clairement que Leclerc devrait être au-dessus. Vous avez parlé des fans. Justement, on en vient. Les fans de Formule 1 qui sont toujours plus nombreux ces dernières saisons. Alors bien sûr, il y a le phénomène Netflix avec la série, etc., qui a propulsé la Formule 1 vers un nouveau public. Mais justement, pourquoi est-ce que cette Formule 1, plus que jamais maintenant, touche le grand public et plus seulement des gens comme vous, comme moi, qui sont passionnés de sport auto? Oui, des jeunes, une jeune génération. Ouais. Enfin, Je pense que Liberty Media, bon, c'est des génies en matière de marketing. Hein. Liberty Media, ils peuvent vendre de la glace à des Esquimaux, je crois. Hein. Mais bon, en fait, je pense que le coup de génie, comme Bernie Ecclestone a compris avant les autres l'importance de la télé, Liberty Media n'a pas compris avant les autres, mais en tout cas a une maîtrise des réseaux sociaux qui est bien supérieure. Donc moi, je pense qu'on parle beaucoup de la série Netflix, qui a joué un rôle immense. Moi, tous mes collègues politiques me disent que, parce qu'en général, ils sont un peu plus âgés, donc ils ont des enfants, et ils me disent tous, moi, mon gamin, il est fan depuis la série Netflix, même ma femme suit, etc. Et en fait, tu as la série Netflix d'un côté qui a quand même scénarisé. Et moi, je pense que l'explication, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la Formule 1, ça reste un sport un peu compliqué, entre guillemets. C'est-à-dire que pour comprendre l'undercut, la gestion des pneus, etc., tu dois déjà regarder des courses, t'habituer, te renseigner. L'avantage de la série Netflix, c'est qu'en fait, c'est la Formule 1 en forme de BD. C'est facile à comprendre. Tu as deux types, il y a une rivalité, tu vois le gars qui s'entraîne, puis il arrive sur la course, comment il gère sa déception, comment il gère sa victoire, etc. Donc, c'est vraiment la place à l'émotion que le sport peut dégager. Beaucoup moins l'aspect technique. Or, la Formule 1, si on prend les années 2010, il restait plus que ça, quoi. Il restait plus que de la technique. Alors, on va faire plus d'appui aéro, non, plus d'appui mécanique. Il suffit de voir les pneus, voitures, etc. elles étaient devenues… Bon, et donc, ça, des gens comme nous, on trouve ça formidable, mais franchement, c'est beaucoup plus difficile d'intéresser le grand public. Et derrière, les réseaux sociaux accentuent ce phénomène et vous en donnent tous les jours. Même maintenant, c'est l'intersaison. Tous les jours, il y a des vidéos, des petits extraits, des images fortes. Donc oui, la Formule 1 est un sport magnifique. C'est certainement, pour moi, c'est le sport qui peut offrir le plus d'émotions parce que il peut tellement y avoir de retournements. En plus, on peut s'identifier facilement puisque le pilote il est tout seul. Mais il fallait le mettre en scène et je pense que Liberty a réussi cette mise en scène de façon assez extraordinaire. Sans compter aussi, et comme quoi s'entourer des meilleurs, l'apport de Ross Brown sur le règlement technique. Parce que le règlement technique a quand même rendu les courses hyper excitantes. Alors, tout le monde râlait sur le DRS. Ok, je veux bien. Alors, franchement, il y a toute une série de dépassements qui aujourd'hui pourraient même se faire sans DRS.
Mais néanmoins, ça a mis du piment dans les courses. Alors, c'est vrai qu'un vrai puriste peut Ça les rend un peu artificiels quand même, certains c'est un dépassements. peu, Donc, ok, ouais. mais on va être clair, la dernière course de la saison à Abu Dhabi en 2021, elle est méga artificielle, puisqu'en fait, tout part d'une faute dans le règlement. C'est vraiment n'importe quoi. Il a créé le règlement sur le champ, quoi. Il s'est dit... Une à la rigueur, interprétation, ce n'est même pas une faute, c'est une interprétation. bah non, c'est totalement une faute parce qu'il y avait que deux façons de faire. Soit il dit Il l'a vous pas vous fait. dédoublez pas Oui. et alors il y avait plus de fini. course. Soit Ouais. il disait tout le monde doit se dédoubler Dédoubler. et dans ce cas-là, tu as un tour de plus, tu passes à la ligne d'arrivée en safety car. Donc il n'y a même pas un problème d'interprétation. À la rigueur, on pourrait même soupçonner Mazzi d'avoir plus écouté Liberty Media que la FIA, quoi. Parce que pour Liberty, Mazzi, franchement, ils ont été dégueulasses avec Mazzi. Parce que moi, à la place de Liberty, Voilà. je fais de Mazzi mon consultant Oui, oui. à vie pour Oui. changer les règlements C'est sportifs. Hitchcock. Il a C'est contribué à la popularité. Et il a c'est fait clair. un truc immense. Mais donc, tout ça pour vous dire, c'était artificiel. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on a vibré Ouais, à la ouais. fin, c'est quoi le Incroyable, sport? incroyable. C'est quand même de vibrer. C'est Ouais. ça qui est génial. Ouais. Et ce truc, c'est. Ce sont les rien langues qu'en de joie, y déception, repensant, hein, C'est ouais. c'est incroyable. Oui, tout à fait, effectivement. Grand Prix de Belgique. Voilà un chapitre intéressant puisque si on écoute tout le monde, les fans, les pilotes, les responsables d'équipe, etc. Francorchamps, c'est incontournable. Et pourtant, Francorchamps doit se battre chaque année pour avoir un Grand Prix. Là, c'est reparti pour 2023. Aucune certitude pour 2024, 25, 26. Votre point de vue en tant que politicien? Ben oui, parce que là, on est au confin entre la passion voilà, et la exactement. politique. Maintenant, être passionné permet de mieux comprendre aussi le business model du truc, hein, dans certains cas, par rapport à ce qu'on peut entendre. Mais ici, l'enjeu, il est de deux types. On a eu pendant des années divers motifs. D'abord, il y a eu la pub pour le tabac, puis il y a eu la qualité et le confort de la course. Ici, je pense qu'on a affaire avec Liberty Media à des gens qui ont bien pigé que la Formule 1 devait aller à l'international parce que c'est des machines à cash. Et d'ailleurs, plus globalement, ça pose la question de la place de l'Europe à travers le monde. Parce qu'on a fait où la Coupe du Monde de foot? Au Qatar. Ouais, bien sûr. Les Grands Prix de Formule 1, c'est en Arabie Saoudite, Bien sûr. c'est à Abu Dhabi, Bien sûr. c'est 3 Grands Prix aux États-Unis. Donc, et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à force de dire que l'argent c'est mal, qu'on ne peut plus investir dans l'industrie, etc. On ne peut à plus la en fin- avoir en poche. Et à la fin, vous ne Ouais. trouvez plus de partenaires. Je veux dire, sûr. il y a un Grand Prix en Arabie Saoudite, bah oui, Aramco, combien ils mettent chaque année pour la Clairement. Formule 1. Donc, et alors, des gens s'offusquent de ça. Et ils nous disent, c'est comme la FIFA, ils ont reçu plein d'argent du Qatar. Ouais, enfin, ok, mais Bein, avec les droits de télé du foot, d'office, ils permettent à des dizaines de clubs de vivre. Donc oui, c'est terrible à dire et ce sera certainement polémique auprès de Ouais, certains. ça ne va pas faire mais, plaisir. oui, mais dans la vie, celui qui paye décide souvent. Ouais, si on c'est fait pas, comme ça. si on fait pas le job, il faut Euh, accepter que les autres le fassent. Et donc, Oui, soit je- l'Europe, à un moment donné, on arrête le bashing permanent sur toute une série de constructeurs, parce que maintenant, on ne peut plus faire de pub sur toute une série de choses. Il y a plein de choses qu'on considère plus éthiques, etc., etc. Je veux dire, avant, même les filières de jeunes pilotes ou quoi étaient tenues par des pétroliers, des constructeurs. Maintenant, sûr. ils Et vont des plus investir. cigarettiers. Et des cigarettiers. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à la cigarette, on a Enfin, su- mais il y a en tout cas toute une série de filières qu'on a cassées du jour au lendemain. Après, il ne faut pas s'étonner que tu te retrouves avec rien. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas les vendeurs de quinoa qui vont venir sponsoriser le truc. Donc, sur le Grand Prix, aujourd'hui, la réalité, quelle est-elle? Sur l'accueil, il y a eu des efforts considérables, Oui. je pense, au niveau des bulletin est structures. bon, Et on voit l'équipe de Spa Grand Prix bosse très bien. Il y a eu un progrès immense. Je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin, ils le savent. Mais franchement, ils ont fait un show, un accueil qui a été nickel. Je crois que sur la question tracé, il n'y a pas de débat à avoir. Encore une fois, Infrastructure, tout va bien. franchement, il y a encore eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Alors sur la question de savoir si à un moment donné on a un Grand Prix qui amène du public, il est sold out. Donc là aussi, on est bon. Et Liberty Media a compris que pour vendre son business à l'étranger, ils avaient besoin des courses mythiques. Ils avaient besoin de Monaco, ils avaient besoin de l'Angleterre, ils ont besoin de la Belgique. Ils le savent. Aujourd'hui, le problème, il est très simple. On en revient, c'est l'argent. Le plateau, aujourd'hui, est vendu à 22 millions d'euros en Belgique. Il faut savoir qu'il est vendu à près de 80 millions d'euros en Arabie Saoudite. Bien sûr. Donc, il faut bien voir d'où on parle. Et ici, Liberty, ce n'est pas un grand secret. Le prix du plateau va augmenter. Donc, il y a une première question qui se pose aux autorités, c'est de dire le surplus de déficit, 5 millions, 4 millions, qui va le payer? Et deux, c'est la question aussi de savoir si on fait un an sur deux ou pas. Parce qu'une des solutions qu'a trouvé Liberty, c'est, et on voit bien aussi la stratégie boursière qu'il y a derrière, en vue de revendre peut-être un jour le sport et de faire sa plus-value, c'est qu'ils sont en train d'organiser
par zone mondiale. Ils disent voilà, l'Europe aura 8 Grands Prix. Il y a 8 Grands Prix, mais moi j'ai 12, 14 circuits à disposition. Donc ça leur permet de faire monter les enchères. Et donc ici, voilà, je pense qu'on doit vraiment se battre pour essayer d'avoir le Grand Prix chaque année. Parce que dans un calendrier d'un circuit, avoir la récurrence, c'est essentiel pour les partenaires, pour les rentrées. En plus, si vous l'avez un an sur deux, vous avez malgré tout les coûts fixes qui sont là chaque année, sans nécessairement avoir les rentrées. Donc, c'est pas l'idéal non plus pour la fidélisation du public. Il faut encore trouver d'ailleurs quel est le circuit avec qui vous alternez. La logique naturelle UTT, les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas viennent de signer sur plusieurs années. Donc, c'est pas avec eux que ça va se faire déjà. Donc, avec qui on va le faire? Et alors, le deuxième volet à traiter, je le disais, c'est le prix du plateau. Et là, oui, il y a des autorités publiques, mais aux Pays-Bas, puisqu'on en parlait, aux Pays-Bas, et le circuit et le Grand Prix sont des organisations 100% privées. Donc, j'ai dit, au Grand Prix des Pays-Bas, il n'y a pas le choix. Alors, nous, on a une typographie particulière qui fait qu'on ne peut pas augmenter à l'infini le nombre de spectateurs. On va pouvoir monter à 110 000, peut-être 115 000 en tirant très fort, mais ce n'est pas possible en ce qui concerne les voies d'accès, les chemins, etc., de mettre plus de public, alors que le circuit, avec plus de 7 km, on pourrait effectivement mettre beaucoup de gens. Donc il faut trouver peut-être d'autres formules, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et on a eu le débat, par exemple, sur la pub des jeux de hasard ici en Belgique. D'ailleurs, j'attire juste l'attention, il faudra quand même voir, ça peut une légère influence sur la Formule 1. On voit que là aussi, il y a des sites qui arrivent. Red Bull, par exemple, est sponsorisé aussi par une entreprise de gaming. Donc, il faut vraiment être attentif. C'est qu'à force d'interdire certaines choses, à force de ne pas développer certains secteurs, alors on a du mal aussi à trouver des financements pour le circuit. Donc, pour vous répondre très clairement, je pense qu'en ce qui concerne les équipes de Spa Grand Prix, les équipes du circuit, ils font le boulot à mort et on peut compter vraiment sur des gens qui connaissent aussi bien le milieu de la Formule 1, qui se donnent au maximum. Maintenant, la balle va être aussi dans le camp des autorités, donc ça va être une question politique de dire comment on peut faire évoluer les choses et les faire financer dans le futur. Georges-Louis Boucher, parlons rallye maintenant, autre type de sport automobile. Alors je pense que c'est quelque chose que vous connaissiez beaucoup moins par la force des choses que la Formule 1. On vous a vu récemment dans un habitacle de voitures de course, dans 2 habitacles avec Cédric Chorin et avec Stéphane Lefebvre. Alors première appréciation par rapport à cette discipline rallye. Ouais, le rallye, c'est incroyable. Je pense que c'est difficile de vivre plus d'émotions dans une voiture qu'en rallye. Parce qu'il y a 2 aspects. Déjà, moi, je me mettais toujours à la place du pilote en me disant « Ok, mais si demain, je veux commencer, comment on fait ?» Parce que commencer sur circuit, en fait, c'est assez simple. Au début, tu vas à ton aise, puis le tour suivant, tu gagnes déjà 4 secondes, et puis le tour d'après 2, et puis tu commences à te rapprocher à certaines marges, et là, on commence la bagarre au 10e. Mais en rallye, je ne vois pas comment tu fais pour t'entraîner, en fait. Il y a un truc, il y a quelque chose de différent dans la tête. Mais par exemple, c'est avec Cédric que j'ai effectivement découvert. Et puis, j'ai eu la chance de le faire aux côtés du champion de Belgique, Stéphane Lefebvre. Et franchement, le jour où on a fait ça, c'était le premier jour du rallye de Spa. Donc, il commençait fin de journée, donc il faisait hyper gras, très humide. Il y avait du brouillard qui commençait à tomber. On arrive comme ça dans une route, je ne sais pas, on doit être à 100, 110 peut-être. Je pense que les gens traditionnels doivent le passer à 40, 50. Et alors, au bout de la descente, il y a le mur d'une église. Et là, vous vous dites, je vais voir Dieu de près, quoi, c'est sûr. Et bam, ça bouge au dernier moment. Ce qui est fou en rallye, c'est l'incertitude permanente. Vous mettez votre roue dans une corde, ouais, ok, vous avez beau la repérer, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé 2 minutes avant que vous passiez. Exact. Donc en voiture, je pense qu'il y a rouler à côté, en tout cas être à côté d'un pilote qui a cette maîtrise. Je crois que c'est des sensations. C'est le roller coaster, sauf que c'est pas sur des rails, quoi. Il y a vraiment un type qui, à un moment donné, doit gérer. C'est vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Anticiper. Oui, et donc vous avez beau avoir envie de le faire, c'est encore une fois, moi, le plus grand mystère. Et j'ai dû poser d'ailleurs ce jour-là la question au moins 10 fois. Je dis, mais comment tu fais pour commencer? Il me dit, voilà, je monte dans une voiture et ok, mais bon. Après, c'est des voitures aussi extraordinaires parce qu'on ne s'en rend pas compte. Comme de l'extérieur, on se dit, bah oui, c'est quasi la voiture que j'ai vue sur la route en arrivant. C'est une vraie voiture de course. Mais bon, quand vous commencez à regarder les boîtes de vitesse, les embrayages, suspension, les freins, c'est surtout les freins. En fait,
bon, tous les amateurs de course automobile le savent, pour aller vite, il faut savoir freiner. C'est ça qui est intelligent et intéressant, mais vraiment très, très, très impressionné. Après, je pense que le rallye aussi pourrait faire l'objet d'une série Netflix. Le rallye n'a pas la même possibilité que la Formule 1 de diffusion télé. Et je pense que ça joue sur sa popularité. Même s'ils ont bien progressé, effectivement. Mais par contre, en matière réseaux sociaux, séries Netflix, etc., c'est un sport qui est très spectaculaire, donc qui pourrait trouver sa place un peu dans un tout autre registre. Mais Rallycross, par exemple, c'est vraiment un format réseaux sociaux, parce que la durée de la course, c'est le temps de vision d'une vidéo réseaux sociaux. Donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher en la matière, même si, et là aussi c'est un débat qui n'est pas simple, moi je reste convaincu qu'on doit pouvoir continuer à faire du rallye malgré le drame qui a touché Ok, c'était ma question suivante, bien évidemment. Je m'en doutais. Malgré le drame qui a touché le championnat lors de la Manche au Condro. Bon voilà, après j'ai entendu toute une série de réactions. C'est dramatique de toute façon pour les personnes qui en sont victimes. Mais derrière, voilà, il y a aussi une part où est-ce que pour autant on doit arrêter l'activité en tant que telle, puis après bon, on nous dit non, on ne va pas arrêter l'activité, mais on ne va plus le faire dans les zones habitées. Bon, ça rend les choses un peu compliquées. Moi, ce que je regrette aussi également, pour être tout à fait honnête, c'est que c'est tout à fait légitime qu'on en parle et qu'on en parle beaucoup au moment où il y a un drame. Ce que je regrette un peu, c'est que les journalistes sont beaucoup plus présents quand il y a un drame. Et le reste du temps, qui parle du championnat de Belgique de rallye? Jamais. Et donc, je ne voudrais pas non plus, et encore une fois, rien ne peut réparer la perte d'une vie humaine, en particulier de jeunes. Enfin, franchement, les mots sont toujours trop faibles par rapport à ça. Mais ce qui est parfois aussi dérangeant, c'est de ne présenter ce sport, et ces dernières années, ça a souvent été comme ça, que sous l'angle de catastrophe. Vous savez, RTL TVI était là pour le Spa Rally, il ne serait jamais venu si lors de la manche précédente, il n'y avait pas eu un drame. Bon, c'est aussi regrettable. Il faut quand même que les gens sachent que oui, c'est dramatique, oui, c'est un sport dangereux. Je pense qu'il faut tout faire pour renforcer les conditions de sécurité, si on le peut encore, et on le peut toujours. Et donc peut-être avoir plus de sévérité sur les zones où on peut se positionner, peut-être avoir encore plus d'espace de dégagement. Effectivement, quand c'est possible, privilégier un maximum des zones inhabitées. Si on a des bonnes routes, il vaut mieux sortir dans un champ, même pour le pilote. Bon, mais ne tuons pas automatiquement non plus l'ensemble de l'activité, parce que, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui vit dans nos villages. Vous savez, au Spa Rally, rien que pour le shakedown, il y avait plein de gens sur le bord des routes. Le Belge aime l'automobile. Hein. Et donc, c'est peut-être un débat qu'on aura après. Je crois qu'il faut aussi... voilà, c'est une balance à trouver entre un sport qui a toute sa légitimité et de l'autre côté, la vie humaine qui doit être mise au-dessus de tout. Bien sûr. Oui, c'est vrai que le Belge aime l'automobile. On va encore le voir au salon. 500 000, peut-être 600 000 personnes. Et alors, il y a une poignée de Khmer verts. Aïe voilà. Alors, on a à Bruxelles, on a la chance d'avoir des rues cyclables. On a la chance d'avoir des quartiers apaisés. Il y a des mailles. Un jeu de mots très facile, c'est surtout la moutarde qui monte au nez des Bruxellois, parce qu'il n'y a rien d'apaisé. Good Move est quelque chose d'hallucinant, c'est une usine à gaz. J'ai quand même entendu la toute bonne nouvelle, c'est que le président de la région va changer le nom. Alors ça va tout solutionner? Comment vous voyez-vous ça? Non, mais enfin, il y a deux théories qui s'affrontent. Je pense que pour certains, pour que les gens quittent la voiture, ils veulent rendre impossible le déplacement automobile. Clair. Mais je suis désolé, il faut que le boucher puisse recevoir sa viande, que le boulanger puisse avoir des fournisseurs, il faut que le médecin puisse aller soigner, que l'électricien puisse aller que les 400 000 nafteurs puissent venir à Bruxelles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Mais ça, je vais y venir. Et donc, il y a des gens qui ont zéro alternative. Tous les professionnels. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à être livrés parce que le livreur dit « Attendez, moi je ne vais pas perdre autant de temps pour aller chez vous. » Donc, il faut penser à eux. 2, effectivement, moi je crois que c'est sain de vouloir diminuer le nombre de voitures dans un centre-ville.
très franchement, et c'est le passionné d'automobile qui le dit, les modes de vie évoluent, il y a des prises de conscience, je pense que c'est fondamental. Mais, encore une fois, diminuer le volume et le nombre de déplacements en voiture, ça ne veut pas dire les supprimer. Et donc, il faut une coexistence entre les moyens de transport. Et donc, pour ce faire, si on veut diminuer le nombre de déplacements en voiture, il faut offrir plus d'alternatives. Et moi, je ne crois pas à cette logique qui est punitive. L'être humain est un être intelligent et donc il fait le choix qui est le plus efficace pour lui. Et donc oui, le matin, quand vous avez des trucs à transporter, que vous devez déposer vos enfants à l'école, etc., vous allez privilégier la voiture, oui. Et, je suis désolé de le dire, c'est pas très populaire, mais tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir, par exemple, des horaires fixes qui permettent des modes de transport en commun ou surtout le vélo ou habiter à proximité. Il y a quand même une vision où il y a des gens, parce qu'ils ont fait le choix, et tant mieux pour eux, de vivre à 10 minutes ou 15 minutes en vélo de leur lieu de travail, eh bien, ils voudraient que tout le monde le fasse. Mais si demain, on amène plusieurs dizaines de milliers de personnes en plus à vivre à Bruxelles, les prix de l'immobilier sont déjà excessivement hauts, ça ne sera juste pas possible de loger ces gens. Donc, il faut accepter qu'il y ait des gens qui ont encore la capacité de venir. Moi, je pense que la clé, c'est la suivante. 3 choses. 1, il faut supprimer Good Move. Le seul chemin pour Good Move, c'est la poubelle. 2, est-ce que pour autant, il ne faut pas faire un plan de mobilité? Si, il faut en faire un. Et il faut en faire un qui permette de faire coexister les différents modes de transport. Je pense d'ailleurs qu'on doit être aussi plus créatif sur l'évolution de ce qui est autorisé ou pas selon les heures de la journée. Parce que faire des rues totalement interdites aux voitures, quand vous devez rentrer de soirée ou du restaurant ou du théâtre à minuit ou à 1h, c'est débile. Il n'y a plus un vélo. Par contre, je peux comprendre qu'effectivement, à la sortie de l'école, on dise non, cette rue-là, on va la réserver pour des raisons de sécurité. C'est aussi ça qui énerve les gens. C'est qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir de l'affichage dynamique sur nos routes. Le sens interdit peut devenir un sens autorisé. Les vitesses. Même les vitesses sur autoroute, c'est vrai que c'est stupide de rouler à 120 km/h si vous êtes certain que 5 km plus tard, vous serez à l'arrêt complet. Il vaut mieux faire rouler plus lentement tout le monde, mais que tout le monde reste en mouvement. Donc, il faut vraiment privilégier cette fluidité. Et le troisième aspect, effectivement, renforcer. Aujourd'hui, on n'a rien fait. On a augmenté l'offre de métro de 0, l'offre de tram de 1 km et on a, je crois, créé une nouvelle ligne de bus. Donc, ils n'ont rien investi en matière… Parlons pas du RER. Exactement, ils n'ont rien investi en matière d'alternative. Et ils reprochent aux gens après de prendre leur voiture. Bien sûr. Encore une fois, il faut une alternative. Et je pense qu'il y a une autre réflexion qu'on doit mener qui dépasse la région bruxelloise, c'est le rapport à la propriété en ce qui concerne la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est propriétaire d'une voiture, donc on prend que sa voiture. Ou on a un abonnement de train, donc on prend que le train. Moi, je crois qu'il faut vraiment évoluer vers un budget mobilité et qu'on prenne le moyen de transport dont on a besoin au moment où on en a besoin. Aujourd'hui, il pleut, j'ai des trucs à transporter, je prends une voiture, boum, qui est devant la maison. Le lendemain, je peux me déplacer en métro, il fait bon, je vais même aller à pied ou en vélo, clac, je prends un vélo que j'ai loué. Il faut repenser la mobilité avec, bien évidemment, une part qui est entre parenthèses, c'est la voiture plaisir qui doit aussi demeurer. Ça, je suis désolé. Et liberté. Parce que moi, je voudrais quand même aussi, il y a un point qui est important. Ce que les gens ne supportent plus, c'est que d'un côté, on leur dit « vous ne pouvez plus prendre votre voiture parce que vous polluez ». Alors c'est vrai qu'il vaut mieux limiter. Mais avoir cette façon de voir qui est dogmatique à ce point, quand on voit les défis sur le plan international, ça, les gens ne peuvent plus le supporter. Parce qu'ils disent « moi, je suis resté enfermé dans ma voiture 1 heure au lieu de 10 minutes et je n'ai pas sauvé la planète parce qu'en fait, ça émet plus de CO2 ». Vous n'améliorez pas la qualité de vie dans les quartiers. Il faut demander à Curegem ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, ça aussi c'est très polémique, mais je trouve que c'est très bizarre que le Parti socialiste et écolo, quand il était question de fermer le bois de la Cambre, tout le monde s'en foutait parce que c'est les Bourges, hein, on s'en fout. Franchement, que les mecs de Uccle ou de la périphérie n'arrivent pas à venir à Bruxelles, ce n'est pas notre problème. Par contre, quand ça a été Curegem, là, on a vu même la coprésidente d'Écolo nous dire que le symbole des blocs de béton, ce n'était pas un bon symbole parce que ça donnait une idée d'enfermement. Il fallait quand même lui expliquer que ça fait au moins 10 ans qu'il y a des blocs de béton le long de l'avenue Louise, qui est soi-disant une des plus belles avenues, ou en tout cas une des plus chics de Bruxelles. Manifestement, à l'époque, ça dérangeait personne qu'on en mette. Donc, c'est vraiment le 2 poids 2 mesures. Mais pourquoi je donne cet exemple? Parce que je pense qu'à travers cette haine anti-bagnole, il y a surtout, et c'est ça, je crois, qui est reproché aujourd'hui aux écolos, il y a plus une approche
communiste, c'est-à-dire une haine de celui qui a la voiture, voire de celui qui a une belle voiture, une grosse voiture, ça c'est catastrophique. Il y a vraiment une haine du riche ou de celui qui a juste un peu d'argent ou qui bosse, quoi, tout simplement, pour se payer ce qu'il a, qu'on essaye de régler soi-disant pour des questions climatiques. Cet élément est très présent. Vous voulez une preuve de ça? Regardez la fiscalité automobile telle que présentée par les écolos. On a des véhicules, même électriques, qui n'émettent pas de CO2, mais comme ils veulent y mettre une contrainte de poids, eh bien, automatiquement, il faut augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, celui qui achète son SUV électrique, il n'a qu'à banquer parce qu'il a de l'argent. Donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a aussi un rapport financier qui est très présent et qui, moi, me dérange fortement. Plus que financier Oui, et social. Voilà, le rapport Parlons donc, salon, Georges-Louis Boucher, parlons salon. On est dans une période où les gens, la vitrine est là, toutes les nouveautés sont là, elles sont majoritairement électriques, en tout cas le marketing va dans le sens d'une majorité électrique. On n'a jamais autant eu le sentiment que cette population belge, elle est un peu perdue en fait. Au moment de changer d'auto, plus personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire. On l'a eu à l'époque du diesel. Tout à fait. Électrique, pas électrique, c'est bien. À écouter les autorités, tout le monde devrait rouler à l'électrique, mais on sait que c'est pas possible. Donc on va où là en fait? Écoutez, moi je pense que un parc automobile 100% électrique, ça n'arrivera jamais. Oui. Ça n'arrivera jamais parce que ça va créer des problèmes de capacité de production d'électricité dans nos pays, mais il y a quelque chose de plus fondamental. C'est quand vous vous adressez à des gens qui travaillent au niveau mondial dans l'automobile. Aujourd'hui en Afrique, il y a 40% des Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité à la maison. Comment voulez-vous que ces gens aient une voiture électrique? Donc le temps que déjà on mette l'électricité à la maison et puis après on va installer la borne. Ça n'a pas de sens. Or, des voitures, il y en a partout sur la planète. Et donc, quand vous êtes un constructeur automobile aujourd'hui, si vous voulez vendre au niveau mondial, vous ne pouvez pas faire que de l'électrique. Parce que vous savez que dans la plupart des zones du monde, ça ne marchera pas. Donc, vous devez travailler sur d'autres types de carburants, les e-carburants par exemple, qui sont tout à fait présents, qui en plus demandent moins de transformation de nos infrastructures. Les e-carburants, vous pouvez réutiliser des pompes à essence actuelles et y mettre des lubrifiants qui ne vont pas émettre du CO2, ou en tout cas beaucoup moins, avec des meilleures performances. D'ailleurs, un jour, on reparlera du diesel, parce que les moteurs diesel Euro 6, les dernières générations, en matière de pollution, très franchement, il faudra un jour expliquer aux gens le niveau de performance que ça a, plutôt que de les clouer au pilori. Il faudra aussi expliquer pourquoi en Belgique, il n'y a pas le bioéthanol, parce que les écolos ne l'ont pas voulu. Exact. Moi, je vais faire mon plein de mon coupé britannique qui roule au bioéthanol à la frontière française. Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Là aussi, il y a beaucoup de visions dogmatiques. En fait, tout ce qui est sur agrocarburant, la vision, et heureusement que David Clarinval est intervenu d'ailleurs, parce que si pas, il n'y avait rien du tout et on a pu préserver toute une série d'aspects. En fait, la vision, c'est de dire, voilà, l'agriculture, ça doit servir à nourrir les gens. C'est vrai. Bien sûr. Mais on peut combiner les deux, à la fois la capacité de nourrir les gens, mais bon, le problème, c'est que dans la vision des écolos, il n'y a plus d'agriculture intensive. S'ils font ça, ils vont juste affamer le monde. C'est juste pas crédible de croire qu'on va nourrir la planète uniquement avec du bio et du circuit court. Ça, ce sont des légendes, ce sont des fables. On a besoin d'un mix dans l'agriculture, à la fois de l'intensif, où il faut faire évoluer les règles au maximum pour préserver la planète, du bio, du circuit court, mais vous ne pouvez pas. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que je vous dis, c'est la guerre en Ukraine, où à un moment donné, on a vu le risque de famine au niveau de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique du Nord. Eh bien, c'est la même chose ici en la matière. Si on garde des capacités de production suffisamment élevées, on pourra à la fois nourrir les gens et en plus faire des agrocarburants. Mais donc tout ça pour dire que dans le mix aujourd'hui, si je suis un usager belge, pour les 4 à 5 prochaines années, acheter la voiture électrique n'est pas un risque. Il y aura un point d'interrogation, la capacité de revente, mais en fait une voiture électrique, ce qui est très intéressant, c'est que pour autant que vous gérez la question des batteries, c'est une voiture qui peut rouler jusqu'à la nuit des temps, d'une certaine manière. Donc, il y aura certainement un marché de l'occasion, ou peut-être plutôt du réusage de la voiture, du recyclage de la voiture, qui va être un peu différent. Mais aujourd'hui, à très court terme, en particulier pour les voitures de société, il ne faut pas hésiter, avec les contraintes que ça constitue. Donc, si vous voulez aller en vacances en Italie avec votre voiture, je vous souhaite beaucoup de courage. Toujours pas gagné. Mais en tout cas, pour les voitures de société, les incitants fiscaux ont été dirigés vers la question des émissions de CO2. Mais, et j'insiste là-dessus, quand on a négocié l'accord, le MR a voulu justement qu'on n'indique pas voiture électrique
mais qu'on parle uniquement des émissions de CO2. Parce que si d'autres technologies permettent de ne pas émettre de CO2, eh bien vous jouissez des mêmes avantages. Mais on l'entend, les constructeurs automobiles ne cessent de dire le full à l'électrique, on ne va pas faire, ça ne va pas, on va dans le mur. 2035, il y aura encore du thermique. Mais bien sûr. Bien évidemment. Et donc, voilà, il y aura un mix. Je pense que si vous êtes en voiture de société, c'est plus sage. Surtout qu'en plus, si vous avez l'occasion de recharger au bureau, etc., il faut le faire. Pour un particulier, très franchement, à ce stade, là encore, selon le type, en fait, ce que le conducteur doit regarder, c'est son usage. Voiture de société, il ne faut pas hésiter, parce que si pas vous perdez l'avantage fiscal, c'est autant de ne plus avoir de voiture de société. Pour un particulier, c'est assez simple. Vous devez regarder l'usage que vous en avez. Et donc, en gros, le match, à mon sens, aujourd'hui, se fera entre du diesel, parce que si vous faites des longues distances, de l'autoroute, etc., est-ce que acheter un diesel aujourd'hui est encore envisageable? Oui. Voire un hybride. Moi, je vous le dis à titre personnel, je vais certainement devoir changer dans les prochains mois. Ce sera soit un hybride, soit un diesel, full. Voilà. Si maintenant j'ai des déplacements plus courts, plutôt que de prendre une essence, effectivement, il vaut mieux prendre une électrique. Mais donc, on en reste au schéma de base. C'est un mix. Quel est l'usage? Mais on est dans un mix. Je ne crois pas, je ne vois pas par quel miracle, peut-être si un jour on fait la fusion nucléaire, il paraît qu'on est en train d'avancer fortement sur le sujet, peut-être qu'un jour on aura tellement d'énergie que vous aurez des batteries à n'en plus finir, mais quoique il faudra les traiter les batteries, donc ça sera encore autre chose. Mais on est clairement dans le mix et encore une fois, moi j'invite vraiment les spectateurs à regarder le type d'usage qui est le leur. Je sais qu'il y a toujours cette fameuse question, oui mais dans 4 ans, en revente. Oui, mais avant 4 ans, il faut quand même que vous l'utilisiez et que vous n'achetez pas quelque chose dans l'idée de le revendre. Exact. Alors vous essayez de perdre le moins possible, mais l'usage premier, c'est quand même d'en avoir un usage efficace. Vous allez bientôt changer de voiture, vous irez au salon J'irai au salon, même pas nécessairement parce que j'aurais changé de voiture, je vais chaque année au salon quand il est organisé. D'ailleurs, je suis assez heureux et j'ai été un peu surpris parce que j'avais suivi au début, il y avait beaucoup de doutes parce qu'il y avait beaucoup de constructeurs qui annonçaient des départs. Finalement, ils sont tous là, sauf à l'exception de Volvo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne sais pas ce qui a engendré ce retournement, mais je trouve que c'est un retournement qui est sage parce que quand j'ai vu ces constructeurs qui se retiraient, je me suis dit, mais quelle erreur quand on a autant de spectateurs chaque année d'entrée. En fait, s'ils font ça, ce n'est pas compliqué. Ils abandonnent encore une source de contact avec le public. Il n'y a pas que l'aspect commercial, il y a aussi l'image, il y a aussi la relation que vous avez avec le public. Et encore une fois, je l'ai dit, les Belges aiment la voiture. Et c'est pas mal de dire ça. Donc tous ceux qui aiment la voiture ne doivent pas se cacher. Moi, je ne suis pas mandataire écolo, donc je peux le dire. Mais vous pourriez le dire même si vous étiez mandataire écolo. Chez eux, je pense que c'est compliqué. Je vais vous faire une anecdote, mais je ne vais pas dire de nom par charité chrétienne. J'en connais qui sont fans de Formule 1, mais qui me disent je ne peux pas trop le dire parce qu'en étant chez écolo, c'est emmerdant. Moi, j'ai fait un bon choix. Je suis au Parti libéral, comme ça, je peux être fan de Formule 1, ça ne choque personne. Mais vraiment, je trouve que ça aurait. Bon, en tout cas, ça choque les gens de toute façon. Mais très franchement, je pense que ça aurait été une grave erreur de voir ce salon disparaître. C'est un événement marquant en Belgique. C'est quand même pas pour rien qu'il est inauguré en général par le souverain. Donc, ça montre quand même l'importance de l'institution. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'élection de la voiture de l'année n'aura probablement pas lieu. On va le savoir très vite. Au niveau européen. Au niveau européen. Ça veut dire des journalistes qui viennent de toute l'Europe, à Bruxelles, au Salon de l'Auto, qui reste et qui va peut-être devenir un des plus beaux salons européens, parce que Paris, le mondial, c'était une catastrophe. Eh bien, si j'ai bien compris, Visite Bruxelles qui s'occupait un peu ou qui mettait la main à la poche, hop, plus personne. Alors, c'est quand même, si c'est vrai, c'est aberrant, parce que c'est de nouveau l'économie qui en pâtit. C'est les nuitées des journalistes qui ne viennent pas, c'est le rayonnement de la Belgique, de Bruxelles, mais de la Belgique. Voilà, donc... Encore une fois, moi je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans l'ensemble des sujets, c'est que le défi climatique, il est là. Et on ne doit pas le nier, on ne doit pas le minimiser, il est extrêmement important. Mais il y a aussi le défi de préserver les libertés des individus et le défi économique et social. Et moi, j'ai quand même un peu le sentiment qu'il y en a certains en Europe qui vivent dans une bulle. Parce que quand vous voyagez un petit peu, vous voyez qu'à travers le monde, il y a des efforts stratégiques à mener bien plus importants que de dire attention. Alors, tout ce que les gens peuvent faire d'un point de vue individuel est utile. Mais on ne doit pas non plus se faire harakiri. Et très franchement, moi, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai parfois le sentiment que si
on avait une stratégie pour devenir pauvre, pour que notre pays s'appauvrisse, ben on ne ferait pas autrement. Pas que sur la question des voitures. Hein. Non, On pourrait globalement. citer plein d'exemples, que ça soit sur les mesures fiscales qui sont prises. On parlait de la pub sur les jeux de hasard. Lorsque l'on prend les choix industriels, le fait qu'aujourd'hui, il est devenu de plus en plus compliqué d'installer une industrie. Parce qu'on vous dit, ça fait trop de bruit, c'est trop proche, ça fait trop de nuages, c'est trop haut, c'est trop machin. Mais à la fin, c'est plus possible. Dites-vous une chose. Aujourd'hui, on n'aurait jamais construit la Tour Eiffel. On n'aurait jamais construit la Tour Eiffel. Alors on peut se dire, mais pourquoi il me parle de la Tour Eiffel alors, quoi. Il faut vraiment avoir ça en tête sur tous les dossiers. On est arrivé dans une société où le principe de précaution a été tellement porté à l'extrême qu'en réalité, il ne se passe plus rien du tout. Et donc, ici, en l'occurrence, il faut voir pour quelle raison. Moi, je vais vous dire, je vais quand même garder, parce que je vais être optimiste, je vais quand même garder un point, c'est qu'au moins le salon a lieu. Bien sûr, non, bien sûr, mais et donc, enfin, ça c'est important. Je sais. c'est aussi le centenaire. Hein. Mais je pense aussi que les acteurs du monde de l'automobile ne doivent pas trop intérioriser le sentiment selon lequel le monde entier leur en voudrait. Parce que moi, je le vois, j'ai des pilotes qui de temps en temps viennent voir en disant, voilà, est-ce que vous avez des contacts pour aider, finaliser un budget, avoir un peu de visibilité ou quoi. Et d'eux-mêmes, ils me disent, ouais, mais les boîtes, ils veulent plus trop s'associer à l'automobile, c'est pas... Mais en début d'émission, on a dit quoi? Que la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire. Exact. Auprès de quel public? Du public jeune. Ceux où on nous dit, ben, ils marchent pour le climat, mais parce qu'ils sont intelligents, ils savent faire la distinction. Ils savent que, voilà, le climat, c'est faire des choix en matière de production d'énergie, d'organisation de nos villes, d'organisation de la société, des choix industriels, stratégiques. Mais ce n'est pas de se priver non plus, de se priver de vivre. Mais c'est vrai qu'on loue moins les jeunes qui aiment la Formule 1 manifestement dans certaines formations politiques. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le public s'est considérablement rajeuni. Donc ça dit aussi quelque chose. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Moi, juste pour conclure, vous avez un de vos collègues au niveau politique sur la scène internationale européenne, Guy Verhofstadt, qui est un aficionados des légendes boucle à Bastogne et qu'on voit chaque année et qui considérait comme un drame si jamais il ne pouvait pas venir. On vous y voit bientôt au volant avec une voiture de rallye? Ce sera avec plaisir, il faut faire le test. Mais c'est vrai que Guy Verhofstadt est un passionné. Et d'ailleurs, j'ai aussi découvert que Herman de Croo avait permis Auto World. Et donc oui, ce serait vraiment avec plaisir de pouvoir en être. Et oui, mais il y en a beaucoup qui sont fans et qui n'osent pas dire. Et alors, souvent, ils disent que c'est leurs enfants. C'est le bon prétexte. Mais oui, effectivement, ça serait vraiment un plaisir. Après, encore une fois, il faut trouver un terrain pour quand même essayer un peu de tester avant. Eh bien, écoutez, messieurs. Merci Jean-Paul. Merci Vincent, merci à vous. Merci à vous. On ne se voit pas assez souvent. Quand vous voulez. Votre analyse politique, on n'en doute pas, est très affinée, mais j'ai trouvé que votre début d'émission sur l'analyse F1... Ah ben, on savait qu'elle était affinée là. Non, vraiment... on a un fan. Je ne sais pas qui est votre coach, mais je vivrais du journalisme automobile comme notre ami Gaetano, comme toi. Moi, je ferais attention. Dernière petite question. J'aime beaucoup Gaëtan, mais si un jour il libère la place, je suis preneur. Alors justement, en parlant, après la politique, parce qu'il y a toujours un après à quelque chose, les Francs-Borins, le circuit de Francorchamps. Tout commence par Franc d'ailleurs, il faut rien dire. Le RACB, qui vieillit quand même. Mais pour être très clair, je pense que je ne... Vous êtes trop jeune. Non, mais je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Voilà, j'ai une passion extrêmement forte pour l'automobile, donc c'est certain qu'à un moment donné, j'y ferai quelque chose. Ou en tout cas, c'est ce que je peux souhaiter, parce que je pense que dans la vie, le plus important, c'est de faire quand même ce qu'on aime. Oui, ce qu'on aime. Et donc, oui, ça c'est évident. Amaury vous prépare le terrain? D'ailleurs, non, mais je peux... Bon, il y en a quelques-uns qui, apparemment, que j'agace un petit peu en politique. Je lis ça parfois dans les journaux. Non. Donc, je leur donne un conseil. S'ils me trouvent une place dans une écurie de Formule 1, il n'y a pas de problème. Je leur foutrai la paix ad vitam. Merci mille fois, Georges-Louis Boucher. Que du plaisir de vous voir au Studio DV et en dehors en tout cas. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV.